Bonjour, je m'appelle Hélène Feuilly, je suis orthophoniste, psychologue et je suis installée en libéral où je reçois des patients qui ont des troubles de la voix et de la communication. Je travaille avec Euthelmed depuis plusieurs années. Euthelmed qui a été créé il y a à peu près 10 ans et qui propose des visioconsultations sécurisées dans la langue et la culture de chacun. Euthelmed propose des prises en charge avec des psychologues, des orthophonistes, des pédopsychiatres, des médecins généralistes, pour la plupart expatriés ou qui l'ont été et qui sont donc à même de pouvoir répondre le mieux possible aux attentes. Euthelmed propose aussi dans les écoles une permanence d'écoute, des analyses de la pratique et une gestion des crises. Bonjour, je suis Pierre Guérin, je suis coach professionnel, professeur de chant, formateur en prise de parole en public et gestion du stress et expert TZ Conseil qui accompagne, soutient et conseille les structures éducatives internationales dans 5 grands domaines: le management, les ressources humaines, la communication, la collecte de fonds et le numérique pédagogique. Et je propose donc que nous démarrions maintenant notre webinaire sur la voix, de façon à pouvoir vous expliquer comment fonctionne la voix et comment on peut absolument s'en servir. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce webinaire « Ma voix, mon outil de communication », de façon à pouvoir vous faire ressentir, comprendre et découvrir qu'il est possible de dissocier la voix. Et c'est intéressant quand on veut travailler sa voix dans sa communication, c'est la dissocier de la communication. Donc, premier point, c'est la voix, c'est quoi ? Comment ça fonctionne, ensuite comment on s'en occupe, pourquoi s'en occuper, pourquoi m'occuper de ma voix déjà, à quoi ça peut servir. Et après, on rentrera dans le détail de la préparation, de l'entretien de la voix, puis on pourra échanger avec vous tous, avec vos questions. Donc, tout d'abord, la voix, c'est quoi? Donc, de l'importance de dissocier 3 choses pour nous, qui est le geste vocal, la voix et la parole. Ça veut dire quoi? Le geste vocal, en fait, au départ, c'est simplement une action physiologique. C'est un ensemble d'ordres donnés par le cerveau à certains muscles de la tête, du cou, de l'abdomen, que nous décidons de faire sans en maîtriser immédiatement le résultat. Ça veut dire quoi? Pour associer, on peut imaginer, vous voyez les dessins en bas, que penser avoir envie de parler, c'est comme préparer un geste de sportif. On a une démarche. Je pense, c'est dans ma tête, je veux que ça aille à l'extérieur, donc j'ai vraiment un geste à mettre en place pour que ça sorte. Et pour l'instant, il n'y a pas de son. Donc le geste vocal, c'est une préparation mécanique physique. On a ensuite la voix, comme c'est écrit, c'est un phénomène physique. Donc on met pneumatique, ondulatoire, donc il y a de l'air, il y a de la pression, il y a une onde qui sort, c'est acoustique parce que je l'entends, mais c'est un phénomène totalement étranger au fonctionnement de notre corps. Et on constate a posteriori le résultat. Donc, la logique, j'envoie un son, comme là je vous parle, moi je contrôle ce qui va sortir, une fois que le son est sorti, je ne peux plus rien en faire. On prend encore le parallèle avec le sport, c'est comme la balle de tennis, une fois qu'elle est sortie de la raquette, on ne peut rien en faire. Je constate, elle est allée dans le filet au-dessus, la flèche, c'est vraiment un exemple visuel, je ne peux rien faire de plus, donc déjà ça me donne une idée du domaine dans lequel je vais pouvoir intervenir. Une fois que le son est sorti, même si ma voix ne me plaît pas, je ne peux rien y faire sur la voix en elle-même. Ça va être en amont que je vais pouvoir travailler. Et ensuite, on dissocie donc de ce triptyque la parole, qui est une démarche intellectuelle de communication, je ne vous apprends rien, mais c'est important de dissocier. Donc, succession de consonnes qui sont des bruits et de voyelles qui sont des sons, et ce sont elles qui vont porter la voix. Regroupement de phonèmes en mots afin de donner un sens compréhensible à des auditeurs. On choisit la langue et on organise phrase après phrase. Et là, on est dans la communication, c'est-à-dire comment je veux faire entendre et je développe ma pensée pour que l'autre la comprenne. Donc, si on résume, on a un ordre qui est chronologique. Je mets en place un geste vocal, j'ai une intention de parler. Je fais ce geste, ma voix sort.
Et après, je dirais, j'en fais ce que je veux. Si je veux pousser un cri, je pousse un cri. Si je veux avoir une communication avec des mots, je le fais. Mais ça, c'est indépendant. Et on sait, nous, que si une difficulté survient, il faudra toujours remonter au geste pour la régler. Si on a un problème avec sa voix, on ne m'entend pas, ça me fait mal, voilà. C'est toujours sur le geste qu'on va travailler et non pas sur la voix ou la communication. Là, c'est autre chose. Hein, mais pas du tout sur les problèmes vocaux. Ma voix, mon outil de communication. Petit résumé, j'ai un désir d'émettre un son, je fais un geste, sort de moi un son. J'ai une pensée, ma voix va transformer cette pensée en communication. Et donc, en dissociant comme ça et en m'intéressant au geste vocal, je prends conscience que mon outil de communication, c'est ma voix, c'est pas ma pensée. Si je veux régler une difficulté liée à mon geste vocal, j'ai du mal, on va essayer d'énumérer un peu les problématiques qu'on peut avoir. Je vais donc devoir faire travailler mon cerveau comme un sportif pour qu'il modifie l'ordre donné aux muscles. Je vais donc devoir apprendre de nouveaux gestes et pas communiquer autrement. On n'est pas du tout dans le même travail. Hein. Là, on travaille vraiment purement sur la voix. Comment fonctionne la voix? Alors là, moi, je suis professeur de chant, Hélène est orthophoniste. Moi, je survole parce que je travaille comme ça m'intéresse, mais Hélène rentrera plus dans le détail. Pour moi, il y a 4 choses qui fonctionnent. Un diaphragme qui nous permet de respirer, qui doit être dynamique. Un larynx à travers lequel il doit y avoir qu'une vibration et de la facilité. Une bouche qui est un lieu de formation des voyelles et des résonateurs, parce que je sais que quand mon son vient dans mes résonateurs, ma voix gagne en puissance alors que je fais moins d'efforts. Oui, alors si je peux me permettre, Pierre. Ah oui, avec plaisir. C'est difficile de prendre la parole. En fait, la voix, ce serait un peu comme, pour vous donner une image, comme un ballon de baudruche. Si vous gonflez votre ballon de baudruche et vous le laissez comme ça, s'échapper, l'air va s'échapper du ballon et ça ne fera pas de bruit. Mais si vous prenez l'embout de votre petit ballon de baudruche, une fois que vous l'avez gonflé, et que vous tirez sur cet embout, vous allez avoir un bruit, un sifflement. Vous savez, tous les enfants font ça, c'est un peu énervant maintenant. C'est exactement la même chose pour nos cordes vocales. Je m'explique. Quand on parle, on a besoin de respirer et d'appuyer la voix sur l'expiration. Donc le ballon de baudruche, c'est l'équivalent de nos poumons. On remplit, on a de l'air. Et l'air, une fois qu'il sort des poumons, il monte dans la trachée. Et au niveau de la trachée, derrière le larynx, on a les cordes vocales. Les cordes vocales, c'est comme l'embout de mon ballon. Quand elles se serrent l'une contre l'autre, vous voyez, ça fait un petit peu comme ça. Alors, quand elles se serrent l'une contre l'autre, elles provoquent une bulle de son. Et cette bulle de son, elle va venir s'articuler dans la bouche. Et en fonction de l'endroit où on va positionner notre langue, nos joues, nos lèvres, on va avoir un son différent. Et puis, certains sons vont même aller s'articuler au niveau du nez. C'est ce qui donne un peu cette tonalité. Donc, on a besoin de ce système-là pour produire un son. Je vous dirai un peu plus loin ce qui se passe quand on essaye quand même d'obtenir un son alors qu'il n'y a plus d'air dans le ballon et qu'on voudrait quand même que ça fasse encore un peu de bruit. On va tirer sur l'embout du ballon. C'est trop amusant d'avoir ce petit bruit. Et en tirant, on va abîmer nos cordes vocales. C'est ce qu'on fait quand on a envie de parler, on n'a pas assez d'air et que pour autant, on voudrait quand même produire du son. Donc, on frotte nos cordes vocales l'une contre l'autre et on crée des pathologies. On en parlera plus tard. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, si je n'ai pas d'air, je ne peux pas parler. Exactement. Donc, il me faut tout le temps de l'air. Exactement. C'est la constamment alimenté. C'est la première chose. Et pour avoir de l'air, Pierre, il faut que tu sois détendu et relaxé. Ça aussi, c'est très important. Donc, dès qu'on est stressé, et ce qui est le cas souvent les professeurs, tu sais, quand il y a du bruit dans la classe, ou quand on parle en public. On doit gérer autorité, tout ça. Voilà, il y a aussi un côté un peu stressant. Ouais. Et à ce moment-là, on a du mal à respirer, on bloque sa respiration et on doit quand même donner de la voix, on abîme ses cordes vocales. D'accord. Alors moi, du côté enseignement du chant, pour alimenter, mais on est aussi proche de la voix, j'ai constaté que souvent, on allait aussi contracter les abdominaux et empêcher le diaphragme de coulisser. Le diaphragme qui est ce qui me permet de dormir et d'avoir une respiration en pilote automatique.
Tout à Et là, fait. d'un coup, on verrouille, j'ai plus d'air. Et c'est ce que tu disais, je vais aller puiser. Et là, je commence à avoir mal ici, au sternum, je commence à avoir des tensions. Et puis, c'est surtout, Pierre, tu l'idée, hein. commences à abîmer tes cordes vocales. C'est le cas de C'est beaucoup ça. de professeurs. C'est-à-dire qu'ils doivent quand même, tu vois, parler. Euh, c'est leur outil de travail. Et quand il n'y a On pas est là. assez d'air, on force, on commence à avoir mal à la gorge, on commence à avoir plus arriver à parler, à avoir des couacs. Tu es en train de parler, ta voix elle s'en va. Et voilà, comment faire et comment, malgré tout, entretenir sa voix. Super. Ça veut dire qu'on verra aussi comment on peut se mettre en difficulté, pas seulement avec le souffle, mais aussi en fonction des hauteurs qu'on cherche à avoir de voix, avec les intentions, toute la partie émotionnelle, psychologique de la voix et qui fait que je veux avoir une identité quand je parle et je me mets en difficulté. Exactement, aussi par rapport à… C'est pour ça qu'on va montrer aux gens comment respirer. On va vous montrer quelques exercices pour entretenir votre voix et pour la préserver surtout. Et arriver à parler, à lui donner une certaine autorité sans pour autant la forcer. Super. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions. Nous, on déroule petit à petit ce webinaire, ces explications, mais les questions peuvent vous venir et on reviendra bien sûr. Donc, en résumé, la voix provient de la mise en action de plusieurs organes du corps humain. Donc, bien comprendre que c'est physiologique. D'abord, la voix, c'est pas identitaire. C'est physiologique, mais c'est aussi très identitaire. Voilà, c'est quand même un organe qui est de l'ordre de l'émotionnel aussi. C'est ça. Donc, on peut travailler des aspects différents de la voix. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un geste complexe qui permet de produire un son qui, bien articulé, se transforme en langage. Tout ça, c'est très pragmatique. Si j'ai un problème pour communiquer oralement, je dois en priorité m'intéresser, donc, comme un sportif, à la mécanique de mon corps et voir, comme dit Hélène, est-ce que je respire bien et comment j'utilise cet outil pour pas qu'il soit défaillant. Pour projeter un message sans pour autant abîmer ses cordes vocales. Super. Donc ensuite, la question qui se pose, j'ai une voix qui va bien, par exemple, pourquoi m'occuper de ma voix? À quoi ça peut servir? Alors, on essaye de vous expliquer un peu, de vous aiguiller. Bien sûr, c'est un… Au même titre, je te dirais que quand on marche, on ne se pose pas la question. C'est ça. Ça fonctionne. Jusqu'au jour où tu tords la jambe et là tu dis, ah oui, tiens, j'ai peut-être un souci. Donc la voix, c'est la même chose. On ne se pose pas la question. Sauf que vous qui nous écoutez, si vous vous êtes inscrit à ces webinaires, c'est parce que quelque part, ça vous concerne aussi et que votre voix, vous devez l'utiliser de façon professionnelle. Donc il faut en prendre soin. Et peut-être avez-vous déjà quelques difficultés ou ressentez-vous régulièrement des difficultés? Par moment, ma voix va bien, par moment, elle va moins bien. Voilà, tout ça est mobile. Donc, des petits exemples. Pourquoi m'occuper de ma voix? Déjà, quand tout va bien. Quand tout va bien, moi, j'ai envie de taquiner en disant, je fais rien car tout va bien, je suis très content, tout va bien, je suis inconscient. Mais si j'ai envie d'être utile pour ma voix, je vais rester à l'écoute et je vais vérifier, est-ce que tous les matins, je suis en forme? Est-ce que j'ai la même dynamique? Parce que je lui demande quotidiennement des efforts pour pouvoir communiquer. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que je sens que j'ai pris froid? Et à ce moment-là, je peux entretenir ma voix pour qu'elle reste en forme. Exemple, cours de théâtre, chorale, par exemple, ou je peux aller plus loin. Chanter sous la douche. Chanter sous la douche, mais alors là, je travaille ma voix pour qu'elle soit plus performante. Cours individuel, et là, on s'occupe précisément, mais on y reviendra, à la façon avec laquelle j'utilise mon corps, ma voix, et là, c'est mon identité, ma communication personnelle, mon authenticité dans ma façon de communiquer, et là, le travail, il est forcément individuel, donc il peut être en groupe simplement pour, si ma voix va bien, pour la tonifier, la muscler, mais après, je peux aussi avoir un cours plus précis et plus personnel. Mais ce qui est important dans les exercices qu'on fait au niveau de la voix aussi, Pierre, c'est non seulement préserver l'organe de la voix, mais la communication et l'objectif. C'est-à-dire, quand on doit utiliser sa voix de façon professionnelle, c'est le positionnement, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre aussi. C'est ça. Ça, c'est important. Est-ce que ça veut dire que tu parles aussi de l'intention qu'on a? Fondamentale, indispensable. Voilà. Donc, on a une partie mécanique et après, on a une autre partie à travailler, émotionnelle, de lien, d'authenticité dans la communication, d'émotivité. Okay, ça marche. On est d'accord. Quand le problème est pathologique,
Là, vous voyez mes bras, moi je m'arrête. C'est de ce côté-là que ça se passe. Moi, je suis un mécanicien de la voix, un technicien du chant, du travail technique, d'endurance de la voix, mais je pense que, si je l'ai bien compris, quand le problème est pathologique ou que j'ai un doute, surtout, je vais voir un ou une spécialiste de la voix. Alors, donc, la première chose à aller voir, c'est effectivement, quand on perd la voix, Pierre, malheureusement, ça arrive souvent au moment où on ne s'y attend pas et on doit faire une conférence ou assurer un cours important. Et là, d'un seul coup, ça part. Ou le matin, quand on se lève et qu'on n'a plus de voix. Ce qui doit vous arriver, j'imagine. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir un ORL pour vérifier l'état des cordes vocales. Et puis, parfois, ces cordes vocales peuvent être lésées, c'est-à-dire abîmées, à force de forcer dessus. Effectivement, vous vous souvenez de mon exemple du ballon de baudruche. Si vous tirez sur votre corde vocale, si vous les frottez l'une contre l'autre parce que vous voulez vraiment parler mais qu'il n'y a pas assez d'air en dessous, vous allez créer des irritations. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des nodules au niveau des cordes vocales. Ce sont comme des petits boutons qui vont se mettre sur vos cordes vocales. On peut en avoir sur une, on peut en avoir sur les deux. Et puis ces nodules donc, vont créer des couacs ou des moments où la voix va disparaître. Elle va devenir plus élevée, plus haute, moins haute. On perd sa voix ou alors comme ça on devient très grave. Et l'ORL va vous indiquer quelle est la pathologie dont vos cordes vocales souffrent. Il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes vous les citer, ça n'est pas l'objet du propos d'aujourd'hui. Toujours est-il que quand l'ORL voit ça, il va vous conseiller une rééducation orthophonique. Et cette rééducation orthophonique vise à rééduquer le geste vocal, c'est-à-dire la relaxation, la respiration, indispensable, et le positionnement de vos organes phonateurs, de façon à ce que vous puissiez utiliser votre voix régulièrement sans l'abîmer. Et à force de rééducation, le nodule, on s'aperçoit que les nodules qui se sont déposés sur les cordes vocales disparaissent parce qu'on va vous proposer une bonne façon de faire. C'est-à-dire que si vos cordes vocales sont abîmées, vous voulez quand même parler parce que vous en avez besoin, vous allez rentrer dans un cercle vicieux de forçage vocal. C'est que plus j'ai besoin de ma voix, plus je vais forcer dessus et je tourne en rond. Donc, pour enlever ce cercle de forçage vocal, la seule solution, c'est de prendre soin, c'est de inventer et de comprendre le geste vocal. Celui qui ne fait pas mal, qui ne provoque pas de lésion. Voilà, ça, c'est les orthophonistes qui s'occupent de ça. Alors, j'aurais besoin d'une petite précision. Par exemple, moi, j'ai souvenir d'entendre des gens parler et qui ne reprennent pas leur respiration. Et je parle, je veux aller au bout de mon idée, je veux absolument affirmer mon idée. Là, je me mets en difficulté. Exactement, Pierre. Tu vois, tu l'entends toi-même. On entend l'attention. Vous avez entendu l'intention de Pierre, c'est exactement ça. Il faudrait quand même parler de c'est ça, mais encore, je n'ai pas fini d'expliquer les choses. Alors, il y a une autre chose importante, hein, c'est effectivement aussi au niveau émotionnel, vous le savez, vous et moi, c'est dès qu'on a une émotion, Pierre, hein, quelque chose qui nous touche, immédiatement, la première chose qui se passe, c'est qu'on perd sa voix. On est en tension, on serre un peu tout musculairement. Voilà, et quand on va parler devant un public, il y a cette émotion qui est là. Lié au stress, au trac, aux images qu'on a de soi-même. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis parfaitement légitime pour? Est-ce que voilà. Et là, on peut avoir une inquiétude et ça se porte mécaniquement sur le corps et la voix. Mais ce qui est bien pour vous, c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour vous montrer qu'il y a des exercices à faire que vous pouvez faire tous les jours, accessibles à tous et qui vont permettre à votre voix de sortir de la meilleure façon qui soit, je dirais. Super. Quand ce n'est pas pathologique, c'est-à-dire que ma voix va bien, j'ai vu un ORL, une orthophoniste, on m'a dit tout va bien, les organes sont sains, c'est donc ça. Hein, oui, et donc, c'est simplement, en fait, mon attitude qui n'est pas forcément la bonne ou adaptée à la situation. Donc là, quelques idées, quelques petites réflexions qui peuvent vous parler. Par exemple, si on vous dit souvent « on ne vous entend pas », vous pouvez répéter « je ne vous entends pas bien ». Ou alors même, vous-même, vous ne vous entendez pas bien. Vous sentez dès qu'il y a un peu de bruit, c'est plus difficile. Qu'est-ce que tu dis? Eh oui, c'est ça, voilà. Ouais. Pardon? Je dois parler plus fort. Il faut que j'arrive à… Voilà. C'est cette difficulté-là de comprendre comment adapter la voix
aux situations. J'ai souvent la voix éraillée, fatiguée. Quand je parle longtemps, j'ai mal à la gorge. On l'a dit tout à l'heure, je ne prends pas d'air, je pousse. Ou alors, je parle de plus en plus fort tout le temps. Je n'arrive pas à parler fort. Difficulté à utiliser cette mécanique. Au début du trimestre, ça va toujours bien, mais à la fin, ma voix est épuisée. Je pars en vacances, super, ma voix va mieux. Je reviens, 8 jours après, ça recommence. Et puis ça compte, Pierre, quand tu rentres dans une classe avec des enfants qui font du bruit, ou même des étudiants, et que tu dois en permanence forcer sur ta voix, il y a un moment donné où tu n'en peux plus. Moi, je me souviens d'une enseignante, je gère 17, 18 élèves, tout va bien. L'année d'après, j'en ai 32. J'ai plus de voix au bout de 15 jours. Voilà. Difficulté, je ne sais plus gérer cette situation-là. Donc, comme pour un sportif avec ses muscles et ses tendons, on va comprendre que l'utilisation intensive des cordes vocales chez les orateurs peut provoquer des tensions, des douleurs. Donc, la fatigue vocale peut être due, on vous donne des exemples, donc un problème respiratoire, on en a parlé, mais aussi, par exemple, une intensité vocale constante, je suis toujours comme ça et j'essaie de maintenir la tension. Alors, l'idée est légitime de vouloir faire comme ça, mais on va être dans le rouge très rapidement. En fait, tu sais, c'est amusant, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que dans une ambiance sonore, on a tendance à augmenter le niveau de notre voix. Et plus l'ambiance va être sonore, plus on augmente. Or, et pour l'avoir vécu plusieurs fois et enseigné à des professeurs, quand vous baissez votre voix, voilà, l'intensité de votre voix, non seulement le message va être plus pertinent, mais vous allez vous rendre compte que tous les gens autour de vous vont d'une part ralentir leur débit, comme le vôtre, et baisser l'intensité de leur voix. Faites l'expérience. On se met au niveau de l'interlocuteur. Non, même si le niveau sonore est très élevé, mais moi j'anime beaucoup de groupes d'enfants. Et à un moment donné, parfois, ça monte forcément très fort. Alors, bon, ce que je fais, c'est que je leur parle très doucement, comme ça. Et du coup, ils sont obligés de descendre leur niveau sonore pour pouvoir m'entendre. Et ça marche très bien, ça. Super. Là, on est dans l'idée de l'environnement sonore inadapté que je vais adapter aussi, modifier. Donc là, on parle aussi de stratégie pour pouvoir avoir une voix qui va durer dans le temps et non pas s'épuiser. Donc, petit résumé, la voix est un outil qui évolue en même temps que moi tout au long de ma vie. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en fonction de mon âge, en fonction de mon sexe, en fonction des maladies, du parcours de vie que j'ai eu, ma voix va changer. Mais oui, Pierre, regarde, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, avant même que cette personne donne des précisions sur ce qu'elle est, rien qu'à la voix, tu vas entendre déjà son âge pratiquement, enfin, à peu de choses près, évidemment, il y a toujours des exceptions. On va reconnaître tu vas entendre aussi si les intentions de cette personne. Donc la voix, tu vois bien qu'elle raconte des tas de choses, elle te donne déjà beaucoup de renseignements. Donc si je prends des médicaments, elle peut être altérée aussi. Tout à fait, si tu fumes également. Si tu fumes, les cordes vocales vont s'épaissir et donner une voix beaucoup plus grave. Donc tout ça est à prendre en compte dans l'évolution et dans l'écoute que je peux avoir de ma propre voix. Si je suis enseignant à 20 ans et je continue à enseigner à 50, je continue à m'occuper de ma voix. Ça, c'est important et à être alerté sur ces modifications. Autre paramètre, nous ne sommes pas tous égaux face aux problèmes vocaux. Il y a des gens qui ont, nous on a l'habitude dans notre métier de dire des cordes vocales comme des cordes de piano, donc extrêmement résistantes, d'autres ont des larynx très fragiles. Tout à fait. Je suppose que ça se vérifie. Et que là, plus on est fragile, plus il faut être technique. Après, voilà. Pour suppléer. Voilà. C'est comme les problèmes de bégaiement. Il existe des techniques pour suppléer à ça. Super. Nous sommes tous différents dans notre communication. Hélène a une façon de parler, une attitude, une façon de dérouler sa pensée, moi une autre, vous chacun dans vos classes individuellement, vous avez une façon de faire et il est important que votre voix s'adapte aussi et que votre communication s'adapte aussi à vos possibilités vocales. On dit souvent avec la voix, on fait ce qu'on peut, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a un outil, il me donne ce que je peux faire et je vais m'adapter et en même temps essayer d'être pleinement dans mon identité, mon authenticité quand je communique. Et donc, c'est ce doux mariage-là qui n'est pas évident et qui peut créer des tensions et des difficultés avec les années. On peut peut-être maintenant montrer quelques exercices. Absolument. Préparer, entretenir ma voix.
Alors, d'abord, quand? Alors, moi, écoute Pierre, il y a une chose que je propose souvent à mes patients. Le matin, quand ils se lèvent, c'est de boire un verre d'eau avant de commencer à parler. Est-ce que ça t'arrive aussi? Intéressant, Hein? Pour que toute la muqueuse soit bien Exactement. humide. Donc, avant même de commencer, voilà, on se réveille le matin et on boit un verre d'eau. Ça va permettre aux cordes vocales déjà ça va permettre au niveau des résonateurs, j'arrive plus à parler, c'est moi, c'est facile. Ça va au niveau de la caisse de résonance dans la bouche, ça va permettre d'humidifier le son et voilà. Donc Et permettre une propagation plus rapide, plus fluide. Super. Ensuite, ce que je propose, moi, Pierre, je propose aux gens quelques exercices de sophrologie ou de respiration, enfin de détente d'abord, de détente musculaire avant même la respiration. Je ne sais pas ce que tu en penses. D'accord. Ça veut dire que je m'occupe là de l'appareil, là, oui. bucco-phonatoire, c'est ça? Non, alors c'est d'abord, si tu veux, se détendre. Oui, c'est ça. C'est d'abord, si tu veux, relâcher un peu. Relâchement musculaire. Voilà, relâchement musculaire. Et je dis aux gens, amusez-vous dès le matin à vous faire des grimaces devant le miroir, de façon à stimuler tous vos muscles responsables de l'articulation. Assouplir. Voilà, assouplir, faire des grimaces. En plus, ça nous permet d'être de bonne humeur. C'est ça, en plus. Je me fais des grimaces dès le matin. Voilà, je me fais des grimaces dès le matin. En fait, je détends tous les muscles indispensables à l'articulation des phonèmes. Parce que, comme vous le savez tous, évidemment, on vient de vous expliquer avec Pierre que c'est très important de respirer. Mais après, le reste va se faire au niveau de la bouche. Et selon l'endroit où vous allez placer votre langue, ou vos joues, vos lèvres, vous allez transformer cette bulle de son en un phonème précis. D'où l'importance le matin, dans le miroir, de faire des grimaces. Donc, si je comprends bien, je n'oublie pas que ma voix, c'est ici qu'elle se crée. Oui, au niveau Donc, tu me dis si je me trompe, en dessous, c'est de l'air qui est mise en pression, et au-dessus, c'est du son. Donc là, tu me dis, je m'occupe d'au-dessus, là où je forme le son, je construis ma communication, mais aussi dans dessous, mon larynx, où je peux travailler ma respiration pour rester dynamique toute la journée. Exactement. Et la respiration, très importante. Est-ce que j'ai des choses à faire au niveau du larynx lui-même? Pas particulièrement. Je n'ai pas besoin de bouger. Alors ça dépend des pathologies. S'il y a certaines pathologies, si tu veux, par exemple, parfois on peut avoir des paralysies au niveau des cordes vocales, et auquel cas, effectivement, on va avoir besoin d'appuyer sur notre larynx. Pour tout le monde, le larynx c'est ici. Voilà. Et les cordes vocales sont derrière, voilà. Vous voyez, si vous voyez mon larynx. Là, mais là, c'est donc très spécifique. Là. Voilà. Et les cordes vocales sont juste derrière cette paroi que vous pouvez tous sentir. Et pour certaines pathologies, on va être obligé d'appuyer sur le larynx pour renforcer les cordes vocales. D'accord. Mais là, on est normalement, déjà dans quelque chose. On n'en a pas besoin. D'accord. Alors, moi, j'ai préparé un petit truc comme ça. Je me suis imaginé quand préparer ma voix pour des enseignants avant la rentrée, avant chaque rentrée, tous les matins. Et une petite voix me parlait en me disant « c'est trop, j'ai autre chose à faire, je n'ai pas le temps, c'est pas mon métier, et en même temps, c'est mon outil de travail. » Et donc, on peut dire « vous avez raison », c'est-à-dire « c'est trop ». Alors, ça veut dire quoi, c'est trop? Est-ce que, par exemple, pour rejoindre ce que dit Hélène, 3 minutes, 3 fois par jour, pendant 3 jours, avant la rentrée, ça vous semble beaucoup? Et est-ce que 3 minutes le matin, 1 minute le soir, tous les jours, ça vous semble beaucoup? Est-ce que… Ça, c'est chacun qui, je dirais que c'est propre à la vie de chacun. Toujours est-il que c'est indispensable. Donc, ma question, c'est où est-ce dans ce cas-là? Ok, je vais prendre 3 minutes 3 fois par jour parce que je ne veux pas avoir une voix fatiguée. Je peux faire ça où? Dans la salle de bain le matin. Super. Ou dans ma salle de bain, dans ma voiture. Tout à fait, Pierre. Je suis tout seul. Ceci à tous les enfants, ça peut être compliqué, mais dans ma voiture, je peux avoir un petit peu de temps, c'est-à-dire j'ai peut-être un petit peu de trajet, et là, je peux prendre le temps de travailler, de m'amuser avec ma voix. Partout où je peux trouver 3 minutes, en fait. Et je dirais même plus, Pierre, c'est qu'on respire tout le temps, indispensable. Yes. Mais on peut aussi travailler la technique particulière du chant ou de la pratique vocale, n'importe où. Donc, respirer, vous pouvez le faire dans votre voiture, c'est-à-dire respirer de façon consciente. Et c'est pas ce que nous faisons. C'est ça. On a une respiration automatique, oui. Réflexe. Voilà. Donc, et pour la voix, on a vraiment besoin d'avoir cette conscience de la respiration, puisque c'est là-dessus
que vous allez vous appuyer, quand vous allez avoir besoin de parler devant tout le monde. Alors, quand tout va bien, je peux rester inconscient. Par contre, si je sens une difficulté, j'ai un trac, je commence à m'inquiéter, j'ai un souci, je suis déstabilisé. Si je n'ai pas du tout conscience, je vais me laisser démobiliser. Mais ce qui t'aidera à ce moment-là, Pierre, c'est vraiment la respiration. Donc, j'ai C'est-à-dire, conscience. tu rentres dans ta classe, avant de rentrer dans la classe, hop, ça y est, je vais mettre en place la respiration abdominale que m'a appris soit mon orthophoniste, soit mon prof de chant, ça dépend, indispensable. Vraiment. En plus, elle agit sur un nerf qui s'appelle le nerf pneumogastrique, qui est placé au niveau de ton diaphragme et qui va jouer aussi sur les humeurs. Donc, tu vois, c'est d'autant plus intéressant. Ça va à la fois renforcer donc l'arrivée d'air pour poser sa voix et en même temps, ça va agir sur le système parasympathique qui va te détendre. Donc, ce diaphragme qui descend et qui monte va venir en fait me permettre d'inspirer, d'avoir de l'oxygène qui descend bien en bas, jusqu'à mes viscères, partie la plus veineuse, et donc j'envoie de l'oxygène dans mes viscères, j'ai une tension, j'ai de l'adrénaline, l'oxygène dissout l'adrénaline, je me détends, on est vraiment dans la relaxation. Voilà, tu sens bien qu'il y a un effet vraiment purement physique aussi. Et ensuite, travailler ce diaphragme fait que quand je suis en posture d'expiration, naturellement, ce diaphragme remonte et il rejoint ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire il alimente mon larynx en air en permanence. C'est exactement ça, Pierre. Tu vois, quand tu respires, tu gonfles ton ventre, hein, c'est l'image que tu peux avoir quand tu prends de l'air. Moi, j'ai dit à mes patients, gonflez votre ventre. Et au moment où tu souffles, Pierre, vas-y, souffle. Encore. Et là, effectivement, voilà, tu sens tout l'air qui sort tranquillement. Mais attention, il faut que ce soit une expiration qui soit longue, sans pour autant poussive, qu'elle soit poussive. On est bien d'accord. Un peu comme un soupir, Pierre. Donc, on rentre déjà dans les détails là des exercices qu'on va avoir. C'est-à-dire, il y a l'air que j'expire naturellement et l'air que j'expire forcé. Ou là, j'en fais trop. Et on va jouer sur la dissociation entre ces deux méthodes pour bien comprendre que je dois avoir un flux d'air naturel. Est-ce que ça veut dire que je dois modifier la longueur de mes phrases, par exemple? Non, surtout pas, Pierre. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à parler, si tu as besoin d'expirer, enfin, je vais calculer, je vais regarder à peu près combien de temps tu mets sur une expiration. C'est ça. Et en fonction, je vais t'apprendre à, voilà, tu vois, expirer sur 2 ou 3 mots, ou peut-être 4, ou peut-être juste 2. C'est ça. Mais je vais t'apprendre à respirer régulièrement pour pouvoir dire plusieurs mots sur plusieurs expirations. Et tu sens là, voilà, bah, moi je la pose. Tu reprends de l'air à chaque fois. Exactement. Et à ce moment-là, tu peux à nouveau alimenter. D'accord. Donc, quelques exercices de base, on est déjà en train d'en parler. Par exemple, ce qu'on peut proposer, moi j'ai mis en place comme ça une petite série de 3 minutes, bailler, parce que tout à fait. Ce qu'on disait, on va travailler l'intérieur de la bouche, on va relever le voile du palais, on va avoir plus de place pour articuler. Quand je parle de sirène descendante, c'est-à-dire en fait, je vais aller chercher le grave et l'aigu de ma voix, simplement me rendre compte de ce que ma voix est capable de faire. Voilà, ça c'est très bien, et tu peux même rajouter sur ton A, si je peux m'en mettre. C'est, voilà, on va expirer le plus longtemps possible. C'est ah. Et on vide, et on vide, et on vide, et on vide. Et ça, vous pouvez le faire dans votre voiture. Oh. Bon, quand vous aurez coupé le son de votre téléphone aussi. C'est ça. Mais sinon, vous pouvez le faire, voilà. Et vous le faites sur les voyelles, hein, parce que les voyelles, tu vois, permettent bien d'ouvrir la bouche. Donc, on est bien d'accord. Voyelle, emmène le son à consonne, ça ferme. Donc, on travaille sur les voyelles. Voilà, les voyelles, Pierre, qui donnent de la voix. C'est ça. Voyelle donne de la voix, soyons logiques. Et puis, par exemple, des petites apnées, bouche ouverte. L'idée, c'est de sentir que quand je ferme ici, en fait, je contracte mon ventre et mon diaphragme, il veut remonter. Et je le réveille tout doucement, je le titille, je le taquine pour qu'il se mette en mouvement et pas que je reste complètement atone. Voilà, et que tu aies une prise de conscience sur tout ce qui se passe. C'est ça. Que tu peux toi-même contrôler le débit d'air qui arrive sur tes cordes vocales. Super.
Autre exercice, tu en parlais tout à l'heure, la nasalisation. Oui, parce que Arriver à mettre, ce qui est très heureux, je vous conseille de faire ça lors d'un dîner, d'ailleurs, c'est très agréable. Voilà, faut pas avoir peur du ridicule quand on travaille sa voix. non, jamais. C'est pour ça que c'est assez bien de, voilà, ouais, on essaye comme ça, mais de le faire seul, parce qu'au moins on n'est pas embêté. Voilà, Voilà, on ne voit pas. Mais si on est tous à travailler notre voix, après ça va bien. Il y a la même ambiance à table, c'est sympa. Mais ça peut surprendre. Donc la nasalisation va vous permettre en fait de, on va dire entre guillemets, projeter le son dans l'os, dans l'arête du nez, et vous allez pouvoir faire un peu plus d'efforts et, comme on va dire, muscler un peu votre larynx, augmenter la pression, faire plus d'efforts. Alors que si tout le son sort ici, vous allez vider beaucoup d'air et être très vite en souffrance. Après, par exemple, les voyelles non sonores, c'est-à-dire je vais me coucher, je suis en train de lire un livre et la dernière phrase, je vais la lire de façon non sonore. Je vais articuler énormément les voyelles. C'est ce que tu disais, prendre conscience qu'une voyelle, elle a une forme dans ma bouche. Un A n'a pas la même place qu'un I, qu'un O, et que tout ça, je le fais d'habitude, mais si ma mécanique se dérègle, les capitales… C'est-à-dire prendre conscience de la façon dont on articule les sons et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se fasse. Et ça, c'est pas évident. Par exemple, tu sais, il y a des lettres, il y a des sons qui se lisent de la même façon sur les lèvres. Si je te dis et mon geste vocal est le même, c'est-à-dire mes dents se posent sur les lèvres. Il va y en avoir un qui est sourd, ça veut dire qu'on n'entend pas, entre guillemets. Ok. Maintenant, si je pose ma main sur mon larynx et je fais… Faites-le en même temps que nous, hein, vous pouvez le faire. Vous sentez que ça résonne. Voilà. Et bien ça, c'est très important de prendre conscience de toutes ces différences au niveau des sons pour améliorer votre voix. Super. D'autres types d'exercices. Oui, vas-y. Oui, il y en a plein. Bah, par exemple, quand vous avez beaucoup parlé la journée, ce qu'on appelle le phrase, qui est le son, quand on réfléchit, on fait, qui est une façon de détendre les cordes vocales, d'avoir très peu de pression. Ça, c'est bien quand on parle beaucoup, fort, à des hauteurs importantes, hein, et de se rendre compte qu'on peut détendre le geste. Et prononcer, par exemple, on a mis le mot bien, mais ça peut être autre chose. Avec, comprendre que nous avons tous trois niveaux de voix. Il y a ce qu'on appelle la voix conversationnelle, qui est vraiment la voix de proximité. On parle à 1 mètre l'un de l'autre, on est en train de boire un verre, on discute. La voix de conviction, déjà, les personnes sont à 4-5 mètres, où il y a plus de monde, je suis un peu plus loin et j'ai besoin, j'appelle ça voix de conviction, parce qu'on a besoin d'affirmer, de tenir son discours. Et la voix d'appel qui est là-haut. Et pouvoir se promener, découvrir chez chacun de vous quelles sont vos hauteurs naturelles sur lesquelles vous avez envie de parler, c'est important parce que votre mécanique va se mettre en état comme le pas d'un marcheur. D'ailleurs, on se rend compte que beaucoup d'enfants, hein, je fais avec des enfants aussi, beaucoup d'enfants qui perdent leur voix sont souvent des enfants qui, dans la cour de récréation, passent leur temps à hurler pour appeler les uns et les autres. Tu vois. Donc, je suis là-haut et je suis là-haut. Et tout le temps, tout le temps. Et je m'épuise. Qui n'est pas utile et qui… Donc, l'idée serait d'arriver, si j'ai bien compris, à osciller entre ces différentes hauteurs pour se promener et avoir une voix qui mécaniquement va travailler. L'idée aussi, Pierre, c'est de pouvoir donner de la puissance à sa voix sans l'abîmer. Je peux très bien appeler quelqu'un comme ça en appuyant. Ça ne va pas durer longtemps. Voilà. C'est ça. Alors que si ma voix est dans mes résonateurs, je vais avoir de la puissance sans effort. Donc, tous ces petits exercices sont là pour faire prendre conscience, pour réussir à amener chacun à prendre conscience de sa voix et à pouvoir après, en fait, être autonome. Tout à fait. Dans l'entretien de sa voix et le bien-être. Hein. Alors, en tant que professeur de chant, j'imagine que tu ne peux que cautionner le fait de chanter. On peut même chauffer sa voix en murmurant, en chantonnant. Moi, je fais ça souvent avec mes patients. Je leur demande, tu vois, de faire rien que ça, pour s'amuser, avec la prosodie. La prosodie de la voix, c'est ce qui fait que votre voix elle monte, elle descend. Et c'est ce qui fait que vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire. Parce que si nous n'avions pas de prosodie, vous entendriez une espèce de message monocorde, comme ça, on ne s'arrêterait jamais, ce serait impossible à faire. Donc, en fait, c'est aussi animer mon cours, animer ma discussion pour que ma voix prenne
en fait, les rondeurs de ma pensée et anime ma Oui. pensée. C'est ça. Une autre chose importante, Pierre, c'est surtout aussi, quand on parle, on envoie un message. Absolument. Et donc de regarder là où on pose notre voix. Ça paraît tout simple, mais c'est indispensable. Vraiment, regardez loin devant, je projette un message. Et imaginez, comme vous l'avez dit très bien, Pierre, tout à l'heure, comme tu l'as bien dit, hein, que ma voix est quelque chose que je projette, que j'envoie loin. C'est un message. Super. Ben maintenant, place aux échanges. Si vous avez des questions, Donc, tout à fait. si on peut continuer à vous amener des informations, nous sommes là. Nous sommes là. N'hésitez pas. Alors, j'ai monté des questions. Ah. Alors, j'ai une première question. Ma voix change des fois selon les classes que j'ai. À quoi cela est dû? Et est-ce que varier régulièrement sa voix, c'est important? Donc, ma voix change selon les classes. D'accord. Intéressant. Est-ce qu'il faut varier? Oui. Oui, il faut. Tu vas-y, Pierre, je t'écoute. Ben, oui, à animer sa voix, prendre conscience, je dirais à cette personne, si vous êtes consciente de où est votre grave, où est votre aigu, pardon, et comment vous vous promenez quand vous animez votre classe, il y a de fortes chances que vous retrouviez de classe en classe votre façon d'animer. Peut-être que vous modelez sur l'ambiance existante aussi. C'est ça. Et que là, vous êtes sensible à l'environnement plus qu'à votre propre fonctionnement. Tout à fait bien, c'est exactement ça. Et comme je le proposais tout à l'heure, éventuellement, essayez de repérer quels sont les éléments extérieurs qui font que votre voix change. Essayez déjà d'en prendre la conscience. C'est ça, plus de bruit, moins de bruit, voilà, plus jeune. Prenez le temps demain, après-demain, juste de vous arrêter à la fin de votre cours et vous dire, OK, qu'est-ce qui a fait que cette classe-là était différente d'une autre, en dehors de l'âge, bien sûr, des enfants, évidemment, ou du niveau scolaire. Mais qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y avait plus de bruit? Est-ce que les fenêtres étaient ouvertes? Est-ce que comment était positionnée cette pièce? Est-ce que la salle était carrelée, par exemple? Voilà. Est-ce que je suis en TD et que ça résonne de partout? C'est ça. Donc c'est important déjà de prendre note. Et après, en fonction, vous allez pouvoir ajuster votre geste vocal et surtout rester avec le même geste vocal. C'est ça. Mais oui, et ce que j'ai envie de dire à cette personne, juste, c'est super, bravo, vous êtes déjà en train d'entendre qu'il y a des choses qui se modifient et ça vous alerte. Voilà. Donc après, à vous de noter là où votre voix sera la plus confortable. Absolument. Et pourquoi elle est plus confortable? J'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a des fois que les élèves n'aiment pas? Si oui, lesquels? Et du coup, est-ce qu'il existe une voix idéale? Oh, j'entends de l'inquiétude là derrière. Il n'y a pas de voix idéale. Ma voix est-elle belle? Moi, j'entends. Hein. Est-ce que ma voix plaît à tout le monde? Non, il n'y a pas de voix idéale. Non, il n'y a pas de voix idéale. Après, c'est vrai, toujours est-il que certaines voix très haut perchées sont difficiles à entendre pour la simple et unique raison, c'est que beaucoup de personnes entendent plus les fréquences basses que les fréquences hautes. Donc, du coup, ça perturbe ces voix hautes. Mais quand on a une bonne, on fait avec, et puis voilà. Alors moi, j'ai envie de réagir. Je vais prendre un autre biais que le tien. Je vais dire que ce qui est important, c'est que votre voix reflète ce que vous êtes en train de raconter. Si vous vous ennuyez, si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, forcément, ça va s'entendre. Les gens vont le ressentir. Donc, les enfants ne vont pas forcément aimer ou s'ennuyer ou commencer à mettre le bazar ou parler. Il y a quelque chose qui fait que ça ne colle pas dans votre communication. Mais je pense que ce n'est pas tant au niveau de la hauteur de la voix, même, je dirais, si tu veux bien. Je dirais que c'est surtout au niveau de l'intentionnalité. Okay. Et que finalement, même si votre voix est très haute, parce que parfois, on peut avoir des voix très hautes comme ça, si mais si vous posez, et prenez le temps peut-être de poser ce que vous avez à dire, déjà, n'importe quel auditoire sera intéressé. Vous voyez ce qui se passe? Je viens de ralentir légèrement mon débit. Je joue avec ma voix, en fait. Que ça, on n'écoute plus ce que je dis. C'est ça. Tu vois? Donc peut-être une voix au perché. Donc c'est pas une question de voix, pas de hauteur. Alors oui, mais si par exemple, petit exemple, on est toujours dans le haut de sa voix, on veut être plus haut. Là, on peut être en tension et transmettre de la tension. Exactement, Pierre, tout à fait. Là, ça peut être crispant et irritant, peut-être à terme pour des enfants où on se rend compte qu'ils sont nerveux. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est aussi de s'en rendre compte et de dire, OK, je calme le jeu,
d'où le travail des sirènes, de tout ça pour prendre conscience. Exactement. Je redescends, en effet, je ralentis, mais je redescends dans le grave et je peux repartir et animer comme on raconterait, je sais pas moi, une fable de La Fontaine, par exemple. Exactement. Alors, là, et il se passe ça, et voilà. Et tu on peux même anime. le faire avec les enfants auxquels tu t'intéresses. En plus, on le fait avec eux et en Donc, même temps, on travaille sa voix. Voilà. Voilà des petites idées. Autre question. Je commence à avoir un problème à la voix. Cette année, j'ai perdu la voix complètement. Ces exercices, pourraient-ils me la faire récupérer complètement ou est-ce que cela pourrait s'abîmer définitivement? Alors, moi, je dirais, première chose, évidemment, si vous avez perdu votre voix, c'est d'aller voir quand même un ORL pour être sûr qu'il n'y professionnel, ait pas de soucis médical, pratiques, on dirait, fonctionnels, on va dire. c'est ça. D'abord le médical, en fait. Toujours, hein, parce que voilà, il faut quand même s'en renseigner. Assurance vie, on va voir le médical. D'accord. Deuxième chose, je vous dirais, surtout, prendre un moment pour vous relaxer et apprendre à respirer. C'est vraiment la première chose que vous devez faire pour votre voix. Et si vous appuyez tous les exercices dont on vous a parlé sur une bonne respiration, Que vous pouvez voir en replay après. Hein. Donc on peut le récupérer, on peut. Voilà. vous ne pouvez pas abîmer vos cordes vocales. Okay. Vous abîmez vos cordes vocales à partir du moment où vous forcez sur votre voix comme ça, sans respirer. Mais donc, tu me dis, mais ça veut dire aussi que je peux aussi avoir une attitude qui fait que ma voix fatigue, mais je ne m'en rends pas compte. Alors, j'ai du mal à en avoir conscience. Il y a une chose dont tu peux prendre conscience, c'est que souvent, quand on force sur sa voix, on a tendance à contracter les épaules, comme ça. Ah. On a une cage thoracique qui est assez serrée. Hein. Donc déjà, on se rend compte, si je vous dis détendez vos épaules, voilà, tu relâches. Donc, rien que ça déjà, tu sens qu'en observant les gens, tu sais déjà si ils sont dans un cercle de forçage vocal ou pas. En tout cas, ce qu'on peut dire à cette personne, c'est qu'il ne faut pas qu'elle reste seule avec sa voix, il faut qu'elle consulte. Oui. Et qu'elle fasse un chemin d'aiguillage, soit de rééducation, soit s'il y a une pathologie, soit exactement. Après de travail de la mécanique de la voix pour simplement la renforcer, si c'est pas grave, mais ne pas rester seul. Exactement. Avec sa voix qui vient, qui part, parce que si on a une perte d'identité dans notre communication, on est forcément de moins en moins à l'aise. Voilà, et après tu as peur. Après on a peur, on appréhende, et là c'est le cercle vicieux qui se met en route. Oui. Donc s'il n'y a pas de pathologie, on va voir un professeur de chant. Voilà. Ou un spécialiste de la voix, et s'il y a une pathologie, on va voir une orthophoniste. Yes. J'ai une question de Anne intéressante. Quand on travaille avec une personne dont le timbre de voix nous gêne, y a-t-il des techniques pour essayer de modifier légèrement le timbre de notre interlocuteur? Par exemple, si cette personne a un timbre très aigu. Alors, voilà, il y a plein de... D'accord, il y a plein de réponses. Je vais à 30 secondes, le côté un peu coaching. C'est-à-dire, quand on travaille avec quelqu'un, on peut essayer de rentrer en résonance avec la personne. On appelle ça aussi danser avec elle. C'est-à-dire, on l'écoute et on essaye d'aller vers elle, non pas en la mimant ou en la singeant, mais en allant dans son mode de communication. La vitesse avec laquelle elle respire, ça peut être le débit, la hauteur, mais on peut parfois, si l'empathie se fait, si ça marche, arriver à ramener, à calmer un petit peu les choses. C'est pas forcément évident. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Oui, c'est un peu délicat de modifier le timbre d'une autre personne. C'est pas évident. Voilà, il faut que ce soit bénéfique à chacun. Peut-être aussi travailler sur ce que ça vous renvoie. C'est ça. Voilà. En fait, c'est plus accepter que le timbre de cette personne vous dérange. Honnêtement, je vous dirais que c'est pas évident de modifier le timbre de sa propre voix. Voilà. À moins de la travailler régulièrement, d'être un professionnel de la voix comme les Pierre. C'est compliqué de modifier le timbre d'une voix parce qu'il y a tout le côté affectif qui est derrière. Vous êtes formé avec cette voix-là depuis que vous êtes tout petit. Donc, modifier le timbre de sa propre voix, vraiment, ça peut même être perturbant. Très difficile et très perturbant. Donc là, pour répondre à votre question, est-ce que ce ne serait pas plutôt qu'est-ce que me renvoie le timbre de cette personne-là et qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'accepter dans la détente? C'est-à-dire pas être sur la réserve, ça me perturbe, c'est ok, je ne peux pas faire autrement, je dois accepter ce timbre-là. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'accepter? Sur le mien, je peux travailler. Sur voilà, je peux peut-être travailler moi-même sur cette acceptation, sur
ben voilà, je sais que ça va me déranger, mais je dois accepter que c'est comme ça. Un Et problème, du coup, je serai peut-être moins énervée. un problème auditif. Ça peut être aussi Je peux avoir une problème. difficulté sur certaines fréquences. Tout à fait, c'est des choses qu'on peut rencontrer. Ça peut être douloureux peut-être aussi. On peut amener Si ça. c'est douloureux, oui, mais c'est surtout, je pense que, voilà, qu'est-ce que ça me renvoie? Autre question de Aimé, est-ce que ça existe une voie administrative scolaire ou universitaire ou autre? En fait, je pense que ce que ça veut dire, c'est que, est-ce que quand on travaille dans un certain cadre, est-ce que ça crée certaines voies? Ah, oui, ça peut. On sait que la culture, on sait que l'éducation nous amène à avoir une voix. On va ressembler, on va avoir la voix de son père ou qui rapproche, ou celle de sa mère. On va avoir des timbres qui vont être les mêmes dans notre culture. Ça joue énormément, puis c'est ce qu'on a entendu. Il y a des régions aussi. On sait bien que l'accent, il se prend, voilà, hein, parce qu'on l'a entendu et qu'on le récupère. Donc, une voix administrative, ça pourrait exister. C'est quoi, une voix robotisée? Mais en fait, on gardera toujours les inflexions émotionnelles de notre propre voix parce que, voilà, c'est notre histoire, c'est notre identité. C'est important. Et d'ailleurs, chez les personnes transsexuelles, c'est vraiment l'outil qu'on va transformer en dernier, à tel point, parce que c'est une identité à part entière. Donc, on peut pas, il n'y aura pas de voix académique, entre guillemets. Par contre, la façon de la pratiquer et de l'utiliser, oui, peut être enseignée. Les gens qui font dans les métiers de la communication, que ce soit à la radio, surtout à la radio d'ailleurs, ou les hommes politiques, etc., on va leur apprendre à poser leur voix et à travailler sur l'articulation et la prosodie de la voix. Oui, ça, on peut l'enseigner. À ce titre-là, on pourrait dire, Pierre, qu'on a une forme de voix académique quand on enseigne. Mais les inflexions seront toujours les inflexions. Je dirais même avant l'avènement du microphone. Quand il n'y avait pas de micro, il fallait bien se faire entendre. Et là, on pouvait parler au théâtre. Oui. On se souvient de Louis Jouvet, et tout le monde parlait comme ça parce qu'il fallait se faire entendre. On appuyait sur les voyelles, on les tenait loin. Aujourd'hui, avec un micro, je peux parler comme je veux. Et la communication a vraiment, vraiment changé. Ouais. Je peux parler tout doucement et être entendu par une foule. Voilà, avant, quand il n'y avait pas de micro, ce n'était pas possible. Donc, on sait que là, ça a énormément changé. Mais moi, j'ai envie de dire que ce qui me semble, en tout cas, ça va dans le sens du travail que je fais, que ce soit à travers le coaching entre guillemets vocal, donc travail sur l'identité, c'est que chacun retrouve sa propre voix avec ses propres inflexions naturelles, qui va au rythme de sa pensée, parce que c'est là qu'elle sera en accord avec sa façon de communiquer et elle se sentira vraie dans ce qu'elle dit. Tout à fait. Voilà. Okay. Autre question de Brigitte. J'enseigne l'allemand en tant que langue étrangère. Dans mes groupes, j'ai des élèves dont la langue maternelle est l'allemand et d'autres dont la langue maternelle est le français. Il y a des niveaux différents. Et souvent, les Allemands parlent trop vite et prononcent mal. Du coup, c'est un problème pour les élèves qui sont français dans son groupe. Y a-t-il des exercices faciles pour que les élèves en classe puissent apprendre à parler plus lentement et surtout de manière plus articulée? Alors moi là-dessus, je dirais, comme exercice pratique, ce serait de les faire lire à haute voix en les forçant à respirer et à, par exemple, dire 3 ou 4 mots sur une expiration. Parce que souvent, les élèves, voilà, comme ça. Donc ça veut dire, j'expire, par exemple, je parle pas 2, 3 mots, j'arrête, voilà. J'inspire et je repars. Voilà, exactement. Je peux plus donc accélérer. Ça, tu es obligé de prendre conscience de ton articulation. Tu peux faire ça aussi. Moi, je leur propose d'exagérer l'articulation, de parler comme ça. Et les élèves, quand on leur dit ça, ça les fait beaucoup rire. Ils disent, mais je ne vais pas faire ça. Et en fait, quand je leur demande de ralentir, c'est juste parler normalement. En fait, c'est ça. Voilà. Ce qu'on peut imaginer. Vous pouvez leur proposer de vous amuser, vous pouvez leur proposer de lire un texte à haute voix ou réciter un poème avec comme condition de dire 2 ou 3 mots, guère plus, sur chaque expiration. Non. Autre exemple, par exemple, je fais prendre une phrase, je fais souligner toutes les voyelles pour prendre conscience de toutes les voyelles qui existent
dans un mot, dans une phrase, et je les fais tenir. Par exemple, là j'ai sous les yeux ressources humaines, et je dirais ressources humaines. Prendre conscience des voyelles, on va forcément, ça rejoint ce que tu dis, ralentir le discours parce qu'on s'appuie sur le son pour avancer. Sinon, on le hache, on va beaucoup plus vite, on le heurte. En fait, les faire travailler un peu comme on fait travailler les discours. Mes chers compatriotes. Voilà. C'est un peu ça. On fait durer la voyelle pour prendre conscience du débit d'air et qu'on s'appuie sur le débit d'air. Voilà ce qu'on pourrait dire. Voilà ce qu'on pourrait dire. Alors, question de Charlotte. Comment protéger ma voix quand je travaille dans une ambiance bruyante? Comment travailler ma voix quand je Charlotte, suis dans un environnement bruyant? Vous redonnez les mêmes conseils qu'on vous a donnés tout à l'heure. Travaillez sur la détente, la respiration avant même de rentrer dans votre classe. Quand vous devez intervenir, pensez d'abord à respirer avant d'ouvrir la bouche. Ça paraît stupide, mais n'empêche. On le fait tous. Hein, on a l'idée de notre message, on veut donner notre message. En plus, il y a du bruit, donc on est un peu énervé et on projette la voix. Alors qu'il faudrait à ce moment-là inspirer. Okay. Et à la limite, plus votre classe va être bruyante, plus vous devriez, c'est une proposition, essayer de parler plus bas. Ah, là, c'est stratégique. Alors, je vais prendre le contre-pied de ce que tu dis. Moi, je vous dirais, travaillez nasal, essayez de mettre des sons dans votre nez pour muscler votre voix, ce qui va faire que vous allez pouvoir supporter un peu plus de parler fort, ce qui n'est pas toujours très heureux, mais au moins, vous allez être au-dessus, avoir le sentiment de pouvoir rivaliser avec le bruit déjà, ce qui peut avoir un côté rassurant. Et après, bien sûr, il faut travailler. Mais si vous avez besoin par moment de parler plus fort, en ayant nasalisé dans le travail, bien sûr que c'est du travail hors contexte. Quand vous parlez naturellement, ce sera plus nasal, mais le son va plus facilement monter dans vos résonateurs. Si je parle comme ça, après, mon son va monter naturellement et il n'est plus nasal, mais il est allé vers mes résonateurs naturels et là, vous aurez plus de puissance et vous pourrez par moment peut-être essayer de couvrir. Mais on voit, je donne juste un exemple, le problème qu'on peut avoir avec les maîtres nageurs qui ont un élève qui nage 1 mètre en dessous et qui lui hurle dessus. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, je suis de ça à la piscine. Et très souvent, l'environnement très carrelé fait que le son part dans tous les sens. Et si le maître nageur parle fort, c'est qu'il ne s'entend pas. Oui. En fait. Alors, si je peux rebondir sur ce petit exemple-là, tu as tout à fait raison. Il se trouve que je nage aussi. Expérience. Et nous avons un entraîneur qui parle très bas. Et quand il parle très bas, comme on le sait, eh ben, on ne fait pas un bruit. Super. Donc voilà, c'est juste pour rebondir technique, approche. Super. Joël est en train de taper une question, donc je vais lui donner quelques secondes. Oui. Mais par exemple, pour rebondir, donc, environnement carrelé, si on parle des environnements bruyant. Ah oui. Ça résonne de partout. Je suis dans une salle, je pars en TD ou je pars faire un cours à l'extérieur, il y a du vent, je peux me casser la voix, simplement parce que le contexte extérieur a été modifié et moi, mes paramètres ont changé. D'où l'importance de se respecter. Voilà, et avoir conscience de ma voix pour essayer de ne pas trop la modifier en fonction des paramètres extérieurs. Je sais qu'elle est efficace comme ça, quel que soit l'environnement, je la préserve. Voilà, tout à fait. À travailler. Finalement, pas de question. Finalement, pas de question. Finalement, pas question. Bon. On arrive sur la fin. On va clôturer. Oui. Vous remercier. Vous remercier pour toutes vos questions. Activité. Nous sommes à votre disposition si vous avez d'autres questions. Avec grand plaisir. Peut-être dire que là, on était forcément dans des généralités et qu'on entend bien que chacun a une demande très personnelle et qu'à ce moment-là, si elle est extrêmement personnelle, il va falloir aller vers un accompagnement personnel. Que la voix est un très bel outil, qu'on peut le travailler, qu'on peut l'entretenir, au même titre que vous entretenez votre corps. Voilà. C'est exactement la même chose. Voilà, ça vous paraît évident et pourtant, il faut l'entretenir. Et si votre métier, c'est la voix parce que vous êtes enseignant, peut-être amusez-vous, comptez, chantez, racontez des histoires et utilisez aussi votre voix dans un cadre, mais ça vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être une idée, dans un cadre plus ludique, avec de la passion, la passion des textes,
pour que votre voix ne soit pas qu'un outil de travail, mais soit aussi l'outil avec lequel je transmets des choses qui me sont personnelles, propres. Tout à fait, Pierre. Hein? Moi, j'anime pas mal d'ateliers de théâtre. Voilà, super. Et c'est important parce que ça permet de pouvoir poser la voix, de jouer avec, de s'amuser avec. Super. Ça peut être très Ça sympa. peut être très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des ateliers d'improvisation, Voilà, super. de théâtre, de chant, De clown, par exemple. de clown aussi. Super. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. On espère vous avoir été utile. Voilà. Merci. À très Pierre. bientôt. Merci Hélène.